Euh, voilà, c'est bon. Il est en train d'enregistrer. Mais tu vois, je sais pas, j'ai une coupure. Ouais. Donc, dans un premier temps, on n'a pas de signature en particulier. Vont apparaître des monogrammes. Alors, j'ai jugé nécessaire de vous expliquer ce qu'était un monogramme. C'est en fait un motif qui regroupe en plusieurs lettres et qui les assemble. Alors là, vous avez un des monogrammes les plus célèbres, qui est celui de Charlemagne, qui est le monogramme dit Carolin, qui regroupe les lettres de Charlemagne. Donc, vous avez ici le K. Vous avez ici le A avec la brisure du A qu'on retrouve bien à l'intérieur, le R ici, le O carré, le L ici, le U à l'intérieur du O et le S ici. Donc Carolus avec les consonnes qui sont à l'extérieur et les voyelles qui sont à l'intérieur. Ce qui n'est pas l'orthographe de l'autre face, hein, mais donc un motif ici cruciforme puisqu'il est autour d'une croix, mais on va voir que tous ne sont pas cruciformes et cette tradition cruciforme, elle apparaît d'abord chez les Byzantins, elle sera copiée très tardivement chez les Mérovingiens et elle n'est pas régulière. On a des monogrammes qui ne sont pas cruciformes, comme des monogrammes cruciformes, avec plusieurs cas possibles. Ici, vous avez une des premières apparitions de ces petits monogrammes. Vous avez toujours là le Solidus donc d'Anastase de Constantinople, et vous avez ici dans le champ un petit monogramme qui apparaît. Hein. Un petit monogramme qui apparaît discrètement et qu'on attribue à Gombo. Alors on l'attribue d'autant plus à Gombo que là vous avez le Soudor et ici vous avez le Trémisès et on voit bien le G, U, N, B pour Gunbo et le début de son nom. Et on a plusieurs rois burgondes qui vont commencer à mettre leur monogramme sur l'or. Euh, Gombo est un des premiers, Sigismond aussi. Et c'est la première apparition d'une signature qu'on pourrait dire du Haut Moyen Âge sur ces monnayages qui restent aux titulatures impériales. Donc on reste avec une autorité impériale qu'on ne remet pas en cause. Euh, on la remet pas en cause, mais si on regarde sur l'argent et sur le bronze, les choses sont un peu différentes. Pour ce même Gonbo, on a ici un monnayage un peu plus lourd pour l'argent qui fait aux alentours de 1,17 grammes, c'est des argenteus lourds par rapport aux argenteus légers qui font aux alentours de 0,10 grammes, un dixième de gramme. Donc effectivement, on est sur des monnayages très très faibles. Et on s'aperçoit que là, par contre, le monogramme prend tout le champ et sur les monnayages de bronze aussi. On s'aperçoit qu'on garde la lettre d'atelier, les LD, LD, donc au moins ces petits bronzes et ces grandes monnaies d'argent, enfin ces grandes, 27 millimètres, ces monnaies d'argent un peu plus grosses que les autres, sont frappées à Lyon. Donc l'atelier de Lyon reste ouvert et j'ai des raisons de penser qu'il y a des argenteis avec des marques de Lyon avant les rois burgondes. Donc l'atelier de Lyon, je suis pas certain qu'il est beaucoup fermé, même s'il n'a pas toujours signé. Et celle-ci, par exemple, est encore à la titulature impériale sans qu'il y ait de marque d'atelier, hein, alors qu'on la voit bien ici, LD, LD, pour les bronzes et pour les gros monnayages d'argent. Donc, ici, un monogramme qui, sur l'argent et sur le bronze, commence à prendre sa place. Et je ne suis pas certain qu'ici, on ait une titulature et que ça ne soit pas plutôt un grain sous forme d'arête de poisson. Euh, il y a discussion, j'en ai jamais vu de plus beau que celui-ci, donc jusqu'à ce que je n'en trouve un plus beau, je resterai dubitatif. Donc, sur l'argent et sur le bronze, on s'autorise plus de choses chez les Burgondes, mais pas trop chez les Ostrogoths. Normalement, il n'y a pas de marque sur l'or. Alors, je dis normalement parce que vous avez ici un sou d'or qui est attribué aux Ostrogoths, ici un tiers de sou d'or qui est attribué aux Ostrogoths, et je dis normalement parce qu'il y a toujours les contre-exemples. Il y a entre autres toute cette série qui est attribuée à Théodobert avec un petit θ final qui pourrait être les initiales de Théodobert, qui donc ne mettrait pas RM pour Roma. Donc l'atelier resterait dans le champ, mais on mettrait pas un monogramme, mais quelque chose qui rappelle le fait que Théodoric, pardon, j'ai parlé de Théodobert, mais Oui. Théodoric, roi donc des Ostrogoths, frappait monnaie. On a un contre-exemple
ce médaillon absolument extraordinaire, hein, d'un poids de 3 solidi, qui est énorme, qui en plus est unique, donc ça va régler le problème. Est-ce qu'il est représentatif de la circulation? Non. Est-ce qu'il est exceptionnel? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été monté en broche. C'est ce qui l'a peut-être sauvé. Du fait de la titulature royale, on a tendance à le placer à la fin du règne de Théodoric, à un moment où les Lombards, avec l'aide des Byzantins, commencent à embêter un petit peu les Ostrogoths et où il se sent moins tributaire de l'empereur. Et vous avez ici une très belle légende, Rex Theodericus Pius Princis. Et une double légende royale, puisque vous avez à nouveau Rex Theodericus Victor, Victor Gentium, ici. Donc, vous avez une double titulature royale avec le titre de roi et un portrait qui semble plutôt de quelqu'un qui n'est pas l'empereur, mais qui serait donc Théodoric. Et donc, c'est anachronique pour l'époque, ça ne se fait pas, mais il est remis en cause par les Byzantins et c'est peut-être une manière justement de leur faire payer ceci. Sur l'argent et sur les bronzes, en revanche, on a le même système que chez les Burgondes. On a ici des monnayages d'argent où le monogramme du roi Théodoric apparaît, mais on garde la titulature impériale, tout comme on a des frappes civiques Invicta Roma, et parfois le nom du roi. Ici, c'est DN Atalaricus, donc son successeur, qui signe les monnaies de bronze, même si chez les Ostrogoths, la plupart des monnaies de bronze sont des frappes civiques, hein. Donc, avec Invicta Roma, dans le cas des frappes de Rome, avec une marque de valeur, 40 numi, le poids correspond. Et puis, des monnaies pour Ravenne, Félix Raverna, et le monogramme de Ravenne. Hein, la première fois qu'on voit des monogrammes d'ateliers qui ne sont pas les ateliers classiques romains, et donc dont le poids le classerait plutôt en dinumi. Donc on a tout un système monétaire qui existe, mais sur l'or, normalement, on garde la titulature impériale, où on met un petit monogramme, on met un petit état en fin de légende, sauf dans certaines frappes exceptionnelles comme ce triple solidi, qui est certainement une revendication de vouloir rester au pouvoir. Et chez les Francs? Eh bien, en fait, chez les Francs, pour Clovis, il n'y a pour le moment aucune monnaie attribuable à Clovis, aucune monnaie qui marque clairement le nom de Clovis. On verra qu'il y a une ambiguïté sur une monnaie, mais c'est probablement pas Clovis. Il y a bien cette série avec ce buste un peu particulier, avec cette titulature, l'empereur qui écrase le mâle. Bon, dont la carte de répartition avait été faite par Georges de Perrault, qui semble être plutôt dans le nord de la France, dans la Belgique, aux alentours de Tournai, donc qui pourrait être attribué à Clovis de par la carte de répartition. Mais les monnaies d'or, ça circule. Il suffit qu'il y ait eu un contingent franc qui ait servi et qui ait été payé avec ces monnaies et qui soit reparti à la maison avec pour que la carte de répartition ne soit pas celle d'origine. Et on attribue aussi ces monnaies aux Burgondes et on attribue aussi ces monnaies aux Visigoths, mais on est dans la Gaule, hein. Ces monnayages-là, cette série-là est assurément gauloise. En revanche, à partir des fils, et encore plus à partir des petits-fils de Clovis, eux marquent leur nom. Ils marquent leur nom. Vous avez ici un petit bronze avec au nom du fils de Clovis Thierry Ier, avec son nom qui est marqué TUDRICI autour de la croix et du globe, et un monogramme qui est très certainement le sien avec le T ici. Hmm. TR. Bon. Donc, dès les fils de Clovis, en revanche, certains verrous, il y a une génération de différence, ont sauté et on commence à signer très clairement le bronze et l'argent. Euh, je parlais d'argent, puisque une série de petits Argenteus qui est connu maintenant à 3 exemplaires. On avait publié avec Eric van den Bosch un petit trésor de deux. Et on lit bien Clodo, C-L-D-O,
Et on s'était posé la question si on était chez Clovis, H. Clodovicus ou Clodovir. Donc, euh, je pense maintenant qu'il faut plutôt les attribuer à Clodomir, puisque c'est des monnayages plutôt du sud-est, ces petits monnayages d'argent. Mais il reste une possibilité que ça puisse être de Clovis. On avait évoqué que ça puisse être de Clovis, puisque la titulature, alors j'ai un problème moi avec des petites barrettes, DN Justinus, Justin, non. Donc c'est plus tardif. Justinianus, on est plutôt sur Clodomir. Vous avez aussi des petits Argentei ici légers pour d'autres rois. C'est un autre petit-fils, ça c'est un des petits-fils Sigibert de Clovis, avec son nom là qui est rétrograde. Siberti. D'accord, les lettres sont un peu dans le désordre, mais ça reste un monnayage très rare et une monnaie qui a 0,09 grammes, hein. On est inférieur d'un dixième de gramme. Donc on est avec des toutes petites monnaies de 10-11 millimètres lamellaires, qui sont typiques du sud-est de la Gaule, qui sont typiques de Marseille, de zones sont restées dans l'orbite méditerranéenne, et on va le voir avec Théodobert, qui sont restés dans l'orbite méditerranéenne et qui gardent un système plus large monétaire, et avec toujours ce principe que on met un monogramme, on signe les monnaies d'argent, mais on touche pas à l'or. On touche pas à l'or jusqu'à Théodobert. Hein. Théodobert, petit-fils de Clovis, fils de Thierry Ier qu'on a vu, qui avait signé quelques bronzes et probablement quelques petites monnaies d'argent. Et alors là, Théodobert fait sauter le verrou. Il n'est pas comme Théodoric à faire une ou deux monnaies à son nom, puisqu'il n'y a que les triples solidiques qui sont à son nom. Lui fait des vraies séries de monnaies d'or et de tiers de monnaies d'or, des sous d'or et des tiers de sous d'or en grand nombre. Et donc, à partir de ce milieu des années 530, 540, il y a un verrou qui saute. Et d'ailleurs, ça a beaucoup choqué les Byzantins, puisque c'est une des seules citations du monnayage franc qui est fait, puisque Procope dit que les Francs osent frapper l'or à leur nom et non plus au nom des empereurs byzantins. Et il trouve ça honteux en comparant ces Francs, ces barbares qui osent alors que même le roi des Perses n'ose pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a des monnaies d'or à l'époque pour les Perses, mais c'est vrai que les Perses ont principalement un monnayage d'argent, un monométallisme argent, et donc effectivement, ces monnaies d'or n'étaient pas très courantes. En revanche, à partir de Théodobert, enfin sous Théodobert plutôt, parce que ça ne va pas trop durer, sous Théodobert, on a des monnayages à son nom. Et vous avez un bel exemple ici de ces monnayages avec un buste de face comme les empereurs. Mais on peut se demander de qui est le buste, puisque vous avez ici une légende des Théodebertus Rex. Donc le roi Théodobert. Et ici, DN Théodebertus Vic pour Victor. Je vais pas m'apesantir sur les revers, mais le droit a fait couler beaucoup d'encre et les Byzantins l'ont très très mal pris qu'on frappe de l'or en quantité, des sous d'or et des tiers de sous d'or au nom d'un simple roi et qu'on supprime toute référence impériale. Alors pour ce qui est du revers de celle-ci, avec une légende très particulière, Pax et Libertas, et une marque d'atelier qui est généralement lue comme Maguncia, Mayence, il y a eu des centaines de pages, et je ne plaisante pas sur le nombre de pages, d'affrontements entre Jean-Pierre Camus et Jean Laforie. Jean-Pierre Camus, qui en bon antiquisant disait ça ne peut être frappé qu'en Italie, à la rigueur en Provence, en tout cas dans une zone qui est romanisée. Jean Laforie qui disait non, c'est frappé dans le centre, dans le cœur du royaume de Théodobert, donc on est dans le nord de la France, en Allemagne. Quand je vois celle du haut, je veux bien croire que certaines ont été frappées en Italie ou en Provence. Quand je vois le tiers de Soudor, le Trémissis, on a quand même ici un petit Victoria Augusto Rum et puis un Comob très très particulier. Et je ne parle pas de la santé de la victoire qui a quelques problèmes de santé, hein, et des formations. Donc effectivement, des styles qui peuvent être très différents, certains qui sont certainement de bons graveurs et d'autres qui sont des graveurs un petit peu plus approximatifs, mais un choc
pour les Byzantins de voir des monnayages d'or qui ont dû leur parvenir, alors que le triple solidi, il est unique, il n'a probablement pas été connu à Byzance. Toujours aussi pour l'argent, une signature qui est pour Théodobert beaucoup plus importante, série de monnayage aux alentours de 0,4 grammes, un peu plus lourde, avec une légende qui est là aussi plus impériale, qui est DN, on ne le lit pas, Théodébert, Débertus Victor, donc toujours le victorieux, et donc un buste qui pourrait être celui de Théodobert, et puis des marques d'atelier. Ici, on a un monogramme, je vais y revenir tout de suite. AR, probablement pour Arles, et ici un MA avec une brisure euh, qui pourrait être aussi avec deux S à l'intérieur ici carré, donc masse, donc pour Massalia, donc des frappes qui sont typiquement provençales, dans l'aire d'influence de la Méditerranée, des monnayages d'argent très très légers. Vous voyez que celui-ci fait 0,06 grammes et la moyenne de la dizaine d'exemplaires de trois types est à moins d'un dixième de gramme. Donc on est vraiment avec des argentei, minimi, des choses très légères. Il y a une thèse qui a été faite par Guillaume Blanchet. J'attends avec une grande impatience sa publication. Et puis je reviens sur ce monogramme, ici en bas à gauche, que nous avions lu avec Eric comme celui de Théodobert, mais qui a été lu par d'autres comme celui de Thierry Ier, qui a même été attribué à Théodobald. Donc des monogrammes qui sont parfois difficiles à déchiffrer, avec des lettres un petit peu dans le désordre, et en tout cas, on ne sait pas si on a toutes les lettres. Là, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de haut, donc ils sont sous forme de point central ici, et qui serait donc une partie prenante du monogramme. Mais on a aussi des monogrammes qui ont été réattribués, et certains articles sous presse réattribueront bientôt ce monogramme. Il y en a un qui l'attribue à Théodoric, l'autre à Théodobert, l'autre à Thierry. Donc, des incertitudes sur comment il faut lire ce monogramme. La seule certitude, c'est qu'ici, on est à Marseille. On parlait de signatures, je vais parler à la fois des signatures des personnes et des signatures des cités, des lieux. Dans le cas de Théodobert, on a des petits bronzes pour Marseille. Vous en avez un exemplaire ici où il n'y a pas de discussion. Alors, ils sont tous avec un I, pas un T. Théodoberti Rex. Donc là, il signe Théodobert, il n'y a pas de discussion. Donc ce monogramme est certainement Théodobert. Et le poids fait qu'il s'agit en fait de pentanumie, de 5 numies. Et il y a une série de monnaies qui ont le poids double, qui ont un monogramme assez proche. On retrouve le T, hein, le B, qui peut être ici. Euh, Ici, ce double croisé avec le D, mais qui se retrouve ici, le S ici. Et je pense qu'il faut attribuer à Théodobert cette série-là, même si il n'y a que le monogramme pour l'attribuer. Et on a surtout un double monogramme, c'est-à-dire que c'est le monogramme et royal, probablement royal à cause du dôme qui est ici. Et puis vous avez ici un M avec deux A, ce qui est totalement inutile pour Théodobert. Mais en revanche, si vous mélangez le monogramme de Massalia et de Théodebert, eh ben, vous avez besoin de ce MA. Et donc, on a quelques exemples comme ça chez les Byzantins où le nom de l'empereur et le nom de la cité sont liés. Donc, un double monogramme ici, vous avez à la fois un nom royal et le nom de l'atelier de Marseille. De toute façon, la carte de répartition de ces petits bronzes est très clairement la zone autour de Marseille. Si on n'est pas avec un monnayage civique, mais avec un monnayage royal, c'est parce qu'il y a un statut particulier de la ville de Marseille qui semble partagé entre les différents frères, puis entre les différents neveux. Donc, on a ces petits monnayages de bronze et qui rappellent un petit peu les petits monnayages qu'on commence à voir apparaître dans les fouilles et dans les détails pour tout autour du bassin méditerranéen. On connaissait ceux des Vandales, bien sûr, mais on commence à voir un certain nombre de cités wisigothes qui ont frappé dans le sud et dans le sud-ouest de l'Espagne des monogrammes, des villes, donc des monnayages civiques avec des monogrammes, et peut-être un qui pourrait être un monogramme royal. Il y a discussion là aussi sur la lecture du monogramme. Donc Théodobert qui a un système complexe avec des monnayages de bronze pour Marseille, des monnayages d'argent pour Marseille,
des monnayages d'argent pour Arles et des monnayages d'or qu'il signe de son nom. Et donc, j'insiste parce que c'est vraiment une coupure par rapport à ce qui se faisait avant. Et puis, on a cette monnaie-là. Cette monnaie-là, c'est une monnaie qui ne rentre pas du tout dans l'évolution des autres. Pourquoi? Parce qu'on est avec une titulature ici qui est plutôt de Anastasius, Justinianus, mais à Anastasius, on est plutôt avec un Anastase, donc on serait plutôt dans les années 480-518. Et en même temps, il y a cet exergue extraordinaire. Alors, elle est connue par ce bel exemplaire qui se trouve à la BNF, c'est le Pro 616. Il y en a un exemplaire avec des coins totalement abîmés, de même coin apparemment, mais en très mauvais état, qui existe. Et donc, on a deux exemplaires connus de cette monnaie où on a en exergue, comme le faisaient les Romains, l'atelier de fabrication. Ce qui est totalement anachronique et totalement inhabituel dans les monnayages barbares au RIL, pour Orléans. Et donc, pour Anastase, on est très tôt. Donc, c'est un moment où, normalement, au maximum, on a une petite lettre, deux petites lettres dans le champ, et certainement pas une exergue comme ça. Donc, Inès Villeda-Petit a sorti l'hypothèse qu'il pourrait s'agir, en fait, d'une frappe exceptionnelle à Orléans pour le concile de 511, qui est regroupé par Clovis et qui est donc regroupé, réuni l'année de sa mort. Et donc, ça pourrait être une frappe exceptionnelle pour ce concile qui aurait marqué le nom de la ville dedans, auquel cas, ça serait la seule monnaie qui serait attribuable à Clovis. Néanmoins, Orléans aussi était la capitale du royaume d'Orléans au moment du partage de ses fils. Et donc, on peut se demander si c'est pas plutôt la capitale du royaume qui a été autorisée à mettre en exergue comme Rome, comme Ravenne, comme d'autres cités, son origine. Bon, toujours est-il qu'on est avec une monnaie qui est là aussi n'est pas représentative de ce qui se fait à l'époque, mais on a bien la signature de l'atelier hein, qui est bien lisible hein, pour Aurelianis, aucun problème là-dessus. Les noms de lieux apparaissent un peu plus tard. On est deux générations après, hein, plutôt dans les années 560-80, à la fin des monégasques byzantins qui ont des trémisses avec la victoire. Vous en avez un exemple ici, le trémissès original de Justin II, et puis l'imitation, hein, DN Justinus C, et puis dans le champ BR. Alors, et puis une pseudo-Victoria, Victoria, ou quelque chose. Je ne lis pas le Conob, hein, le Cono, oui, mais ici on est avec le AUG, donc il manque le B. Et puis une victoire très stylisée qui est plutôt wisigothe, et le BR pourrait faire penser à Brioude. Donc ça serait une monnaie inédite qui a été vendue il y a quelques semaines, donc de Brioude qui pourrait être donc euh, le début des marques d'ateliers qui apparaissent sur les dernières pseudo-impériales. Puisque vous avez dans les années 580 un changement de type du prototype byzantin à la victoire vers un prototype à la croix et au globe, ancré ou pas ancré, en général croix sur globe ou sur degré, et qui va être repris. On imite le monnayage et on suit très près le monnayage byzantin. Et donc, lors de ce changement vers 580, c'est un changement qui est majeur parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à ne plus avoir plutôt de référence impériale, sauf dans le cas de la Provence que je ne traiterai pas aujourd'hui, qui est vraiment très particulier, qui continue à frapper au nom des empereurs byzantins, des sous d'or et des tiers de Soudor. Donc, on pourrait penser que justement dans la circulation méditerranéenne, on essaie de refiler quelques monnaies un peu plus légères ou de mauvais or dans la cité de Marseille, mais dans tout le reste du royaume, des royaumes mérovingiens, on entame ce qu'on appelle le monnayage national, hein, où on a d'un côté un monétaire. Bon, ici, on a le monnaie de Monetarius. Il y a côté monnaie, donc il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, la ville. Aureliani, peut-être un S. Et donc, un monnayage où il n'y a plus aucune titulature impériale, mais où la signature n'est pas celle non plus royale. Elle est celle d'un monétaire. Et vous avez des monétaires qui signent parfois de façon très bizarre, puisqu'ici vous avez une pseudo-légende N, G, la croisette est au milieu du nom, Ul
le F est un T couché, le U est un Y et le S est couché ici. Alors NG, Ulfus, si on ne connaissait pas toute l'évolution de ce monétaire, avec des premiers monnayages qui sont de OJ, Ulfus, avec une légende bien lisible et une croisette au bon endroit, pas au milieu du nom, on pourrait ne pas comprendre ce qu'il en est, mais c'est le nom du monétaire qui a été de plus en plus simplifié et mal écrit. Et puis une ligature ici de lettres un peu particulière, parce que si vous regardez ici, vous avez un A avec la brisure du A, donc la tête du A est en bas, et ici vous avez un A qui est en fait un U. Donc, O, Ri, Ya, peut-être N. En tout cas, vous êtes aussi à Orléans, hein, mais avec des lettres centripètes, le pied des lettres est à l'extérieur. Donc, un monnayage qui prend le nom de la cité, qui met un nom de monétaire. Parfois en le précisant, parfois en ne le précisant pas. Et on verra que ça posera de gros problèmes pour la période de l'argent. Ce qui ne veut pas dire qu'on a, si 99% des trémisses de la période nationale sont sans référence royale, il y en a quelques-uns de royaux. Alors, on pense de plus en plus, et c'est les théories actuelles, c'est que le contrôle royal était tel sur le monnayage qu'on pouvait se permettre de ne pas mettre le nom du roi, que ça permettait à ces monnayages de circuler peut-être dans des royaumes qui étaient concurrents. Mais on a quelques frappes royales mérovingiennes exceptionnelles. Vous en avez un très bel exemplaire en bas avec un Clodo Vive Rex. Rex. Moi, je suis assez réservé quand il n'y a pas la titulature Rex, hein, on y reviendra. Quand il y a Rex, il n'y a pas de doute. On est bien avec un Clovis II, et puis un monnayage d'Orléans, Aurélia Nice Fiture. Donc là aussi, hein, un fiture qui n'est pas habituel, mais on est avec un petit bonnet aussi, qui n'est pas une couronne radiée ou laurée, comme on peut avoir à l'imitation des Byzantins ou des Romains. Donc, on est ici avec une frappe exceptionnelle pour Orléans au nom du roi, à l'époque où Orléans est la capitale. Et vous en avez un deuxième ici avec la croisette initiale, Dagobert, jusque-là je suis, peut-être un R, un E, un X. Par contre, il y a trop de lettres et la légende habituellement de Dagobetti Rex me pose un petit problème. Euh, mais bon, je crois qu'il y en a un où le Rex est bien lisible. On est avec un monnayage royal, là aussi pour Orléans, à l'époque où Orléans est la capitale du royaume, hein, avec ici le A, le U, R, I, L, I, A, N, I, S, Civitas, et puis quelque chose qui pourrait être peut-être EF, EFR, alors est-ce que c'est pas REX, REX à l'envers? Bon, donc une titulature royale aussi. Et puis ici un monogramme dont je serais bien incapable sinon de vous décrire les lettres, hein. Il y a un T ici, un R, un B et un E qui d'ailleurs ne sont pas des monogrammes puisqu'elles ne touchent pas la croix, mais dont je ne suis pas certain de l'interprétation qu'il faut faire. Donc on a des signatures royales. Assurément, celle-ci ne pose pas de problème, on lit le Rex. On a des signatures d'ateliers. On avait vu qu'Orléans est même la première ville à mettre très clairement son nom en exergue, ce qui est exceptionnel à l'époque. Et c'est probablement effectivement une frappe de prestige qu'on signe d'Orléans, ça pourrait être avec le concile. Et puis on a un certain nombre de marques, de monogrammes, de noms qui apparaissent et quand il y a Parex, moi j'ai tendance à penser que c'est peut-être plutôt des monétaires que des rois, même si le prénom peut être aussi celui d'un roi. Mais on va voir qu'il y a des cas encore plus complexes. C'est que parfois tout est lisible, mais personne n'est d'accord sur comment il faut le lire. Vous en avez un bel exemple ici avec, ici c'est la boucle du diadème, hein, c'est ce qu'on appelle la boucle à perdu, elle est détachée du reste du diadème. DN, DNS, Justi Nianus, un S qui est un peu particulier, mais on est bien avec une imitation, une pseudo-impériale de Justinien, avec ici un L dans le champ, qui pourrait être la marque d'atelier, qui pourrait être une marque royale, une légende de revers qui elle aussi est assez inhabituelle, des officina Marette. Donc tout le monde dit se Marette,
Son officine, c'est une officine monétaire, bien que le terme sera plutôt un petit peu plus facile, un peu plus tardif, pardon. Et Marette serait le monétaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors là, il y a toutes les interprétations possibles et imaginables qui se partagent en deux grands groupes entre Lyon, mais alors comment on explique le E? Alors peut-être par Ecclésia, la cathédrale de Lyon, et à ce moment-là, on dit que ceci, c'est le fronton d'une église surmontée par une croix, c'est les tenants de Lyon, et puis, il y a ceux qui disent non, non, il y a le dôme. Le dôme, on le retrouve très régulièrement sur les monogrammes royaux, ce qu'on ne retrouve pas sur les monogrammes de cité. Et donc, c'est forcément un roi. Et donc, il va falloir chercher le roi où il y a un L. Et donc, effectivement, on arrive à Hildebertus pour Childebert Ier. Et par contre, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est Lyon. Soit que le lion soit ici et que la marque d'atelier soit ici et qu'ici, ça soit le nom du roi Childebert Ier, ou que ici, on soit avec un monogramme de lion. Donc, des monogrammes qui parfois posent de gros problèmes de lecture. Euh, je suis très prudent. Michel Bénin disait que c'est un sport à haut risque. Je dirais que on est plus dans l'opinion que dans la certitude scientifique. Euh, Effectivement, moi je serais plutôt un partisan d'un monogramme royal et ça ne me dérangerait pas que la marque d'atelier soit ici. Mais voilà. Je sais que Roux l'avait attribué à Childebert, Laforest l'avait attribué à Lyon, euh, Christophe Adam l'attribue à Lyon. Moi, je l'attribuerais plutôt à Childebert. Donc, on est vraiment dans l'ordre dans l'opinion plutôt que de la certitude scientifique, mais ce monogramme est très complexe à lire et pourtant, c'est une signature, hein, assurément, puisque le De Officina Maret, le fabricant, a marqué les informations à l'extérieur. On a aussi quelques frappes exceptionnelles pour les deniers. Alors, je ne parlerai pas aujourd'hui d'un denier qui a été publié pour un roi, puisqu'il n'y a pas de titre royal dessus. Alors, est-ce que c'est un monétaire, un évêque, un patrice pour Marseille? En revanche, celle-ci, même si elle est exceptionnelle, unique et pose beaucoup de problèmes, elle a été considérée pendant plus d'un siècle et demi comme fausse. Jean Laforgue l'a quand même acheté pour le Crémier et Médaille. Elle avait été trouvée à Onzain au 19e. Elle est trop large, 17 mm, trop lourde, 1,3 g, de trop bon argent, 99,99. Donc, elle a tout pour ne pas être considérée comme authentique. Sauf qu'on en a trouvé en fouille en Angleterre. On a toute une série de grands deniers de très haute teneur d'argent pour la région Tourangelle. Donc, elle s'inscrit dans une série qui fait qu'elle est authentique, même si elle est unique. Et vous avez une légende ici, Childerigo Reggae. Donc, en plus, une titulature qui n'est pas Rex, mais Reggae. Et puis, quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est un trône au centre. Pour ceux qui connaissent le trône de Dagobert au cabinet médaille, on le retrouve. On a ici les pieds croisés, les bras, l'assise et le dossier ici. Alors d'accord, c'est une vue un petit peu cavalière, mais on a tout. Et on avait publié avec Eric van den Bosch toute une série d'évêques qui mettent une cathèdre. Et ce sont les archevêques qui mettent une cathèdre au centre, un trône, avec les pieds croisés, comme le trône de Dagobert, donc une tradition de trône pour montrer le pouvoir. D'ailleurs, le terme de cathédrale, ça vient de la cathèdre, ça vient du siège de l'évêché au sens siège où on s'assoit. Et donc, on a ici un trône. C'est une des rares représentations de trône avec le nom du roi et le nom de la ville, Turonus Civi. Alors, cette monnaie n'est pas représentative des deniers mérovingiens, mais elle existe. En plus, Childéric II, c'est un roi d'Austrasie qui ne contrôle que très tardivement à la fin de sa vie la Neustrie à laquelle appartient Tours. Donc, on peut la dater très précisément. C'est pour ça qu'elle est très hors norme vers 673-675. Enfin, elle est durant cette période, c'est le moment où Childéric contrôle Tours. Donc, on a avec un monnayage qu'on peut très bien calibrer dans le temps, dans l'espace, et même une émission royale exceptionnelle. Alors, il y a d'autres monnaies de Childéric. Lui a fait une petite dizaine de monnaies dans la Touraine, et donc certainement pour célébrer sa prise de Tours et le fait que Saint-Martin
puisqu'il y a beaucoup de monnaies qui sont au nom de Saint-Martin de cette série inaugurale. Et ça n'est probablement pas les tout premiers deniers. J'ai quelques raisons de penser qu'il y a eu quelques séries avant. C'est pour ça que je date l'apparition du denier vers 670, puisqu'on est sûr qu'il existe dans ces années 673-675. Donc un denier qui est totalement anachronique, mais qui est parfaitement signé, et pour le lieu, et pour l'autorité qui est le roi. Ce qui est beaucoup moins le cas pour d'autres monnaies. Vous avez ici, alors je vais rester sur ma Touraine que je connais bien, mais c'est simplement pour vous montrer les problématiques que ça peut poser. Ici, vous avez un nom de lieu, une croisette, un S, d'accord, c'est un triskel, mais c'est un S, C-I, Martine, donc Saint-Martin-de-Tours. Ici, une légende qui est un peu problématique, S-C-I, Man, N-U-R, Martine, certainement. Et puis, de l'autre côté, un nom, unique terre. Celle-ci est une des plus belles, hein. Et puis, celle-ci qui est unique, qu'on vient de publier dans les cahiers numismatiques, qui était donc inconnue, Truggo. Alors, je pense qu'ici, c'est plutôt les épaules d'un buste que deux lettres, mais on ne peut pas totalement l'exclure. Et si j'ai mis cette monnaie, c'est parce qu'il faut la mettre aussi en relation avec celle-ci. Vous avez les Turonus Sive, toujours l'atelier, le lieu, la croisette S, C carré, E, et pour bien signifier qu'il y avait une deuxième lettre, on a fait continuer la lettre du E pour qu'elle rejoigne le S. Donc c'est SCE lié pour Sanctus, Mauricio, Saint-Maurice, donc la cathédrale. Donc on a dans le cas de Tours des frappes au nom de la cité, au nom de la cathédrale, au nom de Saint-Martin, certainement Saint-Martin. Le Triskel est connu uniquement en Touraine pour des séries qui appartiennent à ces séries-là. Et puis des noms, Unictère, Trugbo, ici un autre nom, Augue, Gun, Daubertus. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il a fabriqué des quantités de monnaie, j'en connais au moins 20 ou 30 de lui, et certaines de haute teneur, et il a fait des affaiblissements. Donc, et puis ici, Erloinus, Erloinus, et aucun de ces quatre ne se fait appeler monétaire. Et donc, est-ce que ce sont encore des monétaires? C'est ce qu'on trouve souvent dans la bibliographie. Mais ça pose un problème parce que déjà, Unitaire et Erloinus, c'est des prénoms qui n'ont aucun sens à l'époque mérovingienne. Et si on les avait pas trouvés sur des monnaies et dans le trésor de Savonnières, on aurait un doute sur l'authenticité. Et puis surtout, ici, le Trugot, dans les années 820, on a un chanoine de Saint-Martin-de-Tours qui est un homonyme. Et donc, on a toutes les raisons de penser qu'il y a quand même une famille qui est assez implantée à Saint-Martin-de-Tours dans ces années. Celui-ci est plutôt des années 750, c'est un grand denier très tardif. Et on peut se demander si Unictère, Trugot, Agodobertus, Erloinus sont réellement des monétaires et à quel titre ils mettent leur nom. Ils ne se précisent pas monétaires. Est-ce que c'est des professionnels de la monnaie ou est-ce que c'est des responsables de la cité, des responsables de l'abbaye, des responsables des comptes qui garantissent les fabrications sans être le moins du monde des professionnels de la monnaie, puisqu'on ne les retrouve que sur les monnaies de certains ateliers à certains moments. Et donc, est-ce que c'est vraiment des monétaires? En tout cas, sur les monnaies d'argent, c'est problématique, d'autant plus qu'on a des contre-exemples. Vous en avez un très bel exemple ici avec ce denier de Saint-Denis, SCI Dionysée, avec un buste, avec ici la petite coiffure des évêques et des abbés, et puis ici un monogramme entouré de croisettes, surmonté d'une croisette, qui en général est lu A-I-N-O pour Aino, pour donc l'abbé de Saint-Denis des années 692-697. Donc là, on aurait une signature de l'abbé de Saint-Denis. Et puis, on a des légendes qui parfois posent problème. On a un très beau monogramme ici, un très beau monogramme qui parfois a un O ici, donc il est peut-être pas complet. Ici, quelque chose qui encadre le tout, mais comme il y a un A ici, c'est certainement un L, un P ici rétrograde, un très beau E, donc L-A-P-E,
mais dans quel sens, hein? Ça peut être P-A-L-E, ça peut E-L-A-P, hein, si vous avez une idée. On a une barre d'abréviation qui signifie bien que le nom n'est pas complet. Et puis, bah, c'est quel nom? Et cette monnaie a cette particularité que vous avez ici une ligature de lettres très particulière. Vous avez un A et un A tête bêche. Vous avez ici les deux brisures du A. Donc, on pourrait voir un A, les liants, un N, et puis I, Cari, Carme, Vicarium, Vicarme, Vicarius, responsable. Est-ce que c'est une titulature qui commence à apparaître? Est-ce que ça veut dire que ce monogramme serait du vicaire chargé de la fabrication? Est-ce que le Anna est le nom ou le prénom ou les initiales du responsable de la fabrication? Est-ce que c'est même Vicarius, comme je voudrais le voir? Ben, impossible de le dire. Donc on a bien une signature, on a bien une signature. Parfois, les textes nous donnent l'explication. C'est certainement l'abbé de Saint-Denis et de Saint-Denis, hein, dans ce cas-là. En revanche, ici, je n'ai aucune idée de la personne qui a signé, d'autant plus qu'on est dans les années 740 là, et on n'a pas encore d'abbé de Saint-Martin de Tours, puisqu'on oublie souvent, mais Saint-Martin de Tours, c'est la nécropole épiscopale. Et donc, ça n'est que très tardivement sous Louis le Peu que Saint-Martin de Tours a été transformé en abbaye avec un abbé autonome de l'évêque et que l'évêque percevait les revenus de la nécropole épiscopale puisque Martin était évêque de Tours. Donc on a une confusion des genres jusqu'aux années au moins 780-800. Au moins, on a une région où les choses sont claires. On l'a vu tout à l'heure pour Théodebert, tout est marqué dessus. En Provence, on a la signature du patrice qu'a fait la monnaie et on a le nom de la cité, dans la continuité un peu de ce qui se faisait plus anciennement. Ici, vous avez une série de A avec une brisure, B, O, peut-être un deuxième O ici, un A, B, O, avec une barre qui est transversale et qui finit en croisette, donc que nous avions attribué avec Michel Ourlier à Abon. Et puis, ici, A, R, E, L, le retour ici, donc Arlaté ou Arlaté, Arles. Et puis ici, M, le A qui est brisé, et puis ceci, le 8. Alors, qui peut poser problème parce qu'on est dans les années 750. Les chiffres arabes ne sont pas censés être arrivés en Occident, et je vous rassure, j'en reste persuadé. L'explication en est donnée par une monnaie qui n'a qu'un seul S, ici, M-A-S, pour Massalia. Et donc ici, il faut certainement voir un deuxième S lié dos à dos, qui forme une forme géométrique, hein, qui sera celle de l'infini, mais qui sera celle du 8. Mais en fait, un S et un deuxième S qui sont liés. Et on l'a sur une monnaie où il n'y a qu'un seul S, donc il n'y a pas trop de doute sur l'interprétation. Donc un monogramme de Marseille, d'Arles, et puis un Patrice Sabon qui signe. Vous remarquez qu'il y a un petit peu plus d'argent ici que ici, hein. Je ne veux pas revenir sur Abon, dont la seule chose qu'on ait, c'est son testament. Et les testaments, comme beaucoup le disent, ça ne fait pas mourir. Donc, il y a un grand doute sur la période où il contrôle la Provence. C'est un Patrice de Provence, c'est probablement le dernier, puisque c'est le collaborateur provençal qui va être soutenu par Pépin le Bref, par Charles Martel, pardon, lors de la conquête de la Provence. Et en revanche, vous avez la signature de son concurrent, celui qui dirige la révolte de la Provence contre les Francs, celui qui fait appel aux Sarrasins et qui prend Arles, Moronte. M-A-R-O-T, le N peut être ici, to. Donc on a toutes les lettres de Moronte ici, et puis Arlaté. Donc la ville et le Provence. Alors les Francs, dans leur grande générosité, comme ils se révoltent contre eux, le disent simple comte, révolté, etc. Toujours est-il qu'effectivement, il a contrôlé Arles, qui a dû être repris une deuxième fois par les Francs, et on ne connaît pas de monnayage pour Marseille, pour Moronte, on ne connaît que trois monnaies de Arles, dont voici un des exemplaires. Pour Nymphidius, une très grosse quantité
de monnaie, tout simplement liées au trésor de Nissigné. Dans le trésor de Nissigné, il y en avait près de 1000. Enfin, on ne sait même pas combien il y en a. Moi, j'estime à peu près à 1000. Et on en a avec une légende circulaire qui ont le développé complet de son nom, donc Nymphidius. Et ici, vous avez la version la plus courte avec N, E, et le F peut être dans le E. Donc, Nymph. Euh, donc, Nymphidius, qui est un des patrices de Provence, et on attribue ces monnayages très nombreux à Marseille à cause du trésor de Nissigné, et c'est probable. Mais même quand c'est clair, c'est pas si clair que ça. Parce que vous avez ici des monnaies des patrices, toujours le patrice de la cité. Alors, pour celle d'en bas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est A-N-T pour Anténor, mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est Anténor ici. Hein. Pourtant, moi, avec Michel Denain, on a voyé un A, un N, un T, et puis un O-R-S. Bon, donc moi je reste persuadé que c'est certainement Anténor. Philippe Cossettini l'attribuera prochainement dans un article à un autre Patrice. Christophe Adam l'attribue encore à une autre personne. Donc il y a autant d'interprétations de ce monogramme qu'il y a d'auteurs, alors que là, tout le monde semble s'accorder sur Anténor. Pour ici, on est tous d'accord que c'est Marseille. Hein, vous avez le M, A, et on voit bien les deux A. Donc c'est Massal, hein, Massal, avec le S qui peut être là deux fois, et la barre d'abréviation. Alors, pourquoi la barre d'abréviation? Alors que moi, je lis toutes les lettres. Hein. Le I peut être ici, donc Massalia. Bon, donc, à moins que ça ne soit le I. C'est probablement même le I. Massalia. Donc, Marseille, mais par contre, pour l'autre monogramme, gros problème. On a A, R, D. Et on a sous Charlemagne un développé de cette légende qui est Ardis. Et certains pensent que cet Ardis, c'est Arles, euh, sous- parce qu'on n'a pas effectivement de monnayage d'Arles dans le Ténor, on n'a pas de monnayage d'Arles pour la période avant la grande réforme de 793-94 de Charlemagne. Et donc, bon, Ardis, est-ce que c'est Arles ou est-ce que c'est encore un autre atelier? Et ben, moi, j'ai du mal à imaginer Arles, mais bon, je veux bien que ça soit la manière dont à cette époque-là on a nommé Arles ou renommé Arles. Sinon, c'est un autre atelier. Donc, même l'atelier ici n'est pas facilement attribuable. Enfin, sous les Carolingiens, le roi reprend la main. Reprend la main et dès probablement le capitulaire de Vert, dès la reprise en main, on fait des monnayages qui sont différents, beaucoup plus plats, beaucoup plus larges, et on signe et le nom et l'atelier. Vous avez ici les trois contemporains, Rex Pepinus, avec la barre d'abréviation, Carlom, ici pour Carloman. Il n'y a que quand il y a le M de Carloman, Carlomanus, qu'on peut être certain que c'est Carloman et pas son grand frère Charlemagne, qui est en dessous. K avec le A et le R et le O, le A et le R liés, Lus en deux lignes, Carlom, il y a très peu de différence. Et ils ont été tous les trois sacrés en 751. Et lorsque meurt Pépin le Bref en 768, le royaume est partagé en deux et la guerre était sur le point d'éclater quand Carloman a eu la bonne idée de mourir très rapidement, donc il a régné que 3 ans. Et il meurt très rapidement et ses neveux sont éliminés de l'héritage par Charlemagne qui conquiert la part de Carloman et qui va réunifier le royaume et qui va même aller chercher ses neveux jusqu'à Milan en réglant le compte des Lombards. Et en revanche, le revers, c'est l'atelier. Alors, vous avez ici un Médolus, mais je suis désolé, la petite serpette ressemble à beaucoup de choses, mais pas à un L, mais pourtant elle est au bon endroit. Donc c'est Médolus, c'est Mel. Ici, vous avez un SCICRUCIS, 5 croix.
Et pendant longtemps, on a pensé que c'était la grande abbaye Sainte-Croix de Poitiers, à l'écart de la ville où eu les journées numismatiques cette année. Mais en fait, Carloman n'a jamais possédé la ville de Poitiers. Ça ne faisait pas partie de sa part d'héritage. Donc il s'agit certainement de Sainte-Croix d'Orléans. On pourrait attribuer maintenant Sainte-Croix d'Orléans. Bon, donc vous voyez, même quand tout est lisible, ben, tout le monde n'est pas d'accord sur à quoi ou à qui attribuer cette signature du lieu. Et ce qui va dans le sens que c'est certainement Sainte-Croix d'Orléans, c'est que je connais un denier mérovingien de Sainte-Croix avec Orléans de l'autre côté, pas le titre royal, et donc certainement Sainte-Croix d'Orléans, frappé à l'époque mérovingienne, a continué sous Carloman et a arrêté très très tôt sous Charlemagne. Et puis un monogramme ici qui est inédit, hein. C'est une monnaie qui a été publiée, qui va être publiée par Simon Coupland. Ça vient d'un petit trésor qui a été trouvé aux Pays-Bas. Euh, je l'ai publié moi aux Journées numismatiques avec son accord, et nous ne sommes pas d'accord sur comment lire les trois lettres. Lui, il lit L, E, M, donc les Movicas, Limoges, mais évoque Mel. Moi, connaissant les monages mérovingiens de Mel, avec le M oncial, je serais beaucoup plus rassuré s'il y avait une petite croisette ici. C'est vrai que le petit trait manque entre les deux globules, mais on retrouve les trois globules qu'on trouve très souvent à Mel, et je lis plutôt M, E, L pour Meldus, hein, peut-être Medolus, hein, le L n'est pas totalement absent, Meldus, même si c'est pas l'abréviation habituelle de Mel, donc où il n'y a que le M habituellement, hein, le E et le L. Mais cette monnaie est inédite, elle va être publiée deux fois cette année et elle remplit un petit peu un creux qui existait entre les monnayages mérovingiens très courants pour Mel et les monnayages carolingiens de Charlemagne très courants pour Mel, et rien sous Pépin le Bref. Et la question de se poser, de savoir si c'était lié au fait que il y avait des types qui étaient mal attribués, donc des monnayage mérovingiens qui devraient être réattribués aux Carolingiens. C'est ce qu'a fait Bernard Seguin récemment dans le BSFN. Ou si, au contraire, on est avec des destructions tellement massives liées à la guerre, Waifre, le duc d'Aquitaine, en est quand même à détruire les fortifications des villes qu'il abandonne pour que les Francs ne s'y installent pas. C'est-à-dire qu'il en est à détruire ses propres fortifications qu'il ne peut pas tenir. Donc on peut imaginer une politique de la terre brûlée, et par les Carolingiens lors de la conquête, et par les Aquitains pour empêcher la conquête, et donc que Mel, et pendant une dizaine d'années, était tellement ravagée qu'elle n'a pas pu pour produire d'argent et frapper monnaie sous Pépin le Bref. Donc discussion économique, scientifique, mais une remise en place de ce qui existait et finalement qui n'avait jamais cessé en Provence, un titre royal, l'autorité politique, et puis l'atelier de l'autre. Et on revient enfin sur les monogrammes, puisque la grande réforme de 793-94 va installer ce type unique avec la cité, Turonis, le monogramme royal ici qu'on a étudié tout à l'heure, K, A, on voit bien la brisure du A, R, O, L, U, S, Carolus, et puis une titulature, Carolus Rex FR, donc un type qui sera commun aux différents ateliers. Alors pas tout à fait en fait, parce que on a quelques ateliers italiens qui continuent à faire des choses très différentes de ça. Euh, donc euh, les choses sont peut-être en transition moins claires qu'on ne l'aurait voulu. Mais les Francs ne sont pas les seuls à faire des monogrammes. Vous avez par exemple les Lombards. Vous avez ici un petit monnayage de Pectari, roi des Lombards, de 672-688. Alors quand je dis de petit monnayage, c'est 0,25 grammes, 12 mm. Les Lombards ont principalement fait des trémissès d'or, de plus en plus pâles, en général avec la titulature royale autour d'un buste, comme à l'imitation des trémissès byzantins. Mais on a des petits monnayages d'argent qui en plus ont la particularité d'être bractéates. Ici, vous avez le P qui est en relief, le E, le R, le T qui peut être A, donc pectari. Et puis, on retrouve ici le P en creux qui est en relief ici, le E en creux qui est en relief ici, le R en creux qui est en relief ici, le T en creux qui est en relief ici. Donc, on est vraiment avec un monnayage bractéate, et je pense que ces monnayages, pour obtenir ce résultat, il faut être sur une plaque de plomb, et ce qui expliquerait que le métal est remonté au-delà du coin, le coin
se finit ici par un pseudo Grenti et remonte ici puisque le plomb résiste puisqu'il n'y a plus de coin qu'il pousse. Et on est avec des monnayages qui existent à l'époque de Charlemagne, aussi bractéates, fabriqués certainement dans un siècle après, avec la même technologie. Donc, des aspects technologiques qui expliquent parfois l'aspect de la monnaie. Et puis, il n'y a pas que des monogrammes à l'époque de Charlemagne, des Carolingiens. Alors, j'ai volontairement pas choisi un très beau denier de Charlemagne. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ça existe, mais j'ai choisi un très beau denier de Louis le Pieux à portrait, hein, ici. Je savais qu'Éric serait certainement là, donc c'est une petite private joke. Et donc, un très beau portrait à l'antique avec une couronne de laurier, le diadème, le drapé, la petite fibule et H. Ludovicus Imp Haug. Donc, un portrait à l'impérial, une titulature à l'impérial, et pourtant, là, on est avec une signature d'un roi carolingien euh, qui gardera la titulature, mais en faisant disparaître le portrait, H. Ludovicus Imp. On commence à rentrer dans le Moyen Âge, on voit que ces monnaies sont beaucoup plus plates. Et puis, une uniformisation progressive dans la période carolingienne. On a d'abord mis tous les ateliers en gardant des symboles des différents ateliers, le bateau de Dorestad, la croix ancrée de Paris, les coins monétaires de Mel, et puis je viens de vous montrer le M de Mel. Et petit à petit, on uniformise avec un type qui sera celui du temple chrétien. Moi, je suis un partisan d'un temple qui aurait été christianisé. On retire la statue du dieu ici, et puis vous avez un très beau temple tétrastyle avec un fronton triangulaire et le podium qui continue, et Christiana Rio, donc la religion chrétienne, et donc un monnayage qui, au milieu du règne de Louis le Pieux, est volontairement le même dans tout l'Empire, avec une volonté d'uniformité et d'universalisme de la religion chrétienne à travers tout l'Empire, et plus de référence aux différents ateliers. Et une tradition carolingienne qui va continuer, alors je ne vous ferai pas toute la période féodale, mais en fait avec des monogrammes. Et vous avez un très bel exemple ici de monogramme qui n'est pas carolingien, qui est bien cruciforme, mais pas tant que ça finalement, avec un F ici, un U, un L, un C, un O. Et donc, on est plutôt ici, vous avez le même F, U, L, C, O, donc Fulco. C'est les premiers monogrammes donc, qui ne soient plus vraiment carolingiens. Et pour les comtes d'Anjou, en D, A, Vis, Cive, hein, et Gracia dit non, Gracia di Comes, si par la grâce de Dieu, comme roi Foulques. Monogramme de Foulques qui ne sera pas utilisé que par Foulques, parce que ici, c'est Geoffroy de Martel. Gosfridus Cois plutôt que Comes. Donc, un type qui était devenu le type d'Angers et qui va rester pendant un certain temps le type d'Angers avec différents noms qui vont apparaître. Et pour la période antérieure de transition entre mérovingiens et féodaux, j'ai un article sous presse qui sera présenté qui sera dans le tome pour Angers. Donc voilà un peu une continuité féodale avec des noms en, non, en titulature, enfin des noms en circulaire autour d'un motif central, le nom de l'atelier et parfois un monogramme qui disparaîtra très vite dans les années 1200. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vais peut-être, est-ce que tu veux Merci que je te Philippe rende la pour parole? ce vaste panorama. Donc, des signatures qui sont dès le début et qui sont plus ou moins discrètes. Voilà. Donc, Des c'est questions, des Philippe Jarry. commentaires? Oui, je voudrais une petite précision concernant le monogramme du Trémésis de Lyon avec des officinums arrêtes. À Parce qui que, en veux-tu me fait, faire tuer? non, mais parce que il y a il y a un Trémésis d'Auxerre qui a quasiment le même monogramme.
avec le Je S. crois que c'est pour ça que Prou disait que c'était pas l'atelier, mais que c'était en fait certainement un nom royal. Moi, c'est le dôme qui me fait penser que c'est plutôt un nom royal. Quand on a un nom de cité, le monogramme est rarement surmonté d'un dôme, du moins pour la période un peu antérieure, hein. Vous voyez ici, il y a le dôme. Alors là, il n'y est pas, je vous l'accorde. Mais Marseille et Arles, il n'y a pas de dôme. Tandis que ce qui devrait être les signatures royales, il y a bien ce dôme ici, hein. Donc je pense qu'il y a un peu une symbolique, mais mérovingienne, sans que ça soit écrit et clair, que quand il y a un dôme, c'est un monogramme royal. Et on revient sur la même chose ici. On était d'accord que c'était un monogramme royal. On lit bien plusieurs lettres, hein. Le clos, il est le C, L, le H, C, L, il est haut, il est très clair. Après, voilà, certainement Clodomir plutôt que Clovis, mais pas de certitude. Et ici, on aurait le nom royal des deux côtés. Donc, pour te répondre, oui, je sais que c'est un monogramme qu'on retrouve pas que dans cette série-là. Et si c'est Lyon, bah oui. Bah, Ça pose moins de problèmes si c'est un roi qui a frappé à plusieurs ateliers. voilà, à mon avis, ça exclut Lyon, quoi. Pour moi, c'est une autorité qui est supérieure à la ville de Lyon. Pour Après, moi qui, aussi. voilà. Voilà, voilà. Et je crois Reste à que savoir, Prou reste à avait savoir qui. assez LD, BR. Il y a le B qui n'est pas clair pour LD Bertus. Le D, moi je vois pas le B non plus, je suis bien d'accord. Mais pour le Gdenensis, il manque aussi beaucoup de lettres. Le G et le U par exemple. Bon, le U peut toujours être là, mais le G, à moins que ça soit un S et un G oncial. Donc, effectivement, c'est difficile à lire ces monogrammes, hein. Ouais, très- Il y a un article, le RT Sénat mérovingienne va sortir, il est en train d'être préparé, puisqu'on est entre. Et donc, il y a deux articles qui vont interpréter différemment ce monogramme-là, que moi j'interprète encore différemment. Et ce monogramme-là, il y a des lettres. Et donc, il peut être interprété, mais là, Michel Denain avait dit que c'était un sport à haut risque. Je dis qu'on est plus dans l'ordre de l'opinion que de la scientifique. C'est une manière de dire que on a les lettres, mais on n'est pas totalement sûr. Et même quand on en a que trois, si on n'était pas à Marseille, A, B, O, donc le B est doublé, hein, chez Abon en latin, on serait pas certain que ça soit Abon. Je pense que c'est Abon et qu'il faut pas et qu'il n'y a pas le moindre doute, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà. Donc oui, je suis d'accord que ce monogramme-là me semble plutôt royal. Tout à fait. On a le même, on en parlait samedi avec Pierre qui nous avait soumis une monnaie. On a les mêmes problèmes pour la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire tous ces monogrammes à partir de Valentinien III jusqu'à Anastase, voire même un petit peu plus tardif chez les Byzantins, où on a des interprétations. J'avais commencé par il m'avait soumis une monnaie, je lisais d'abord Odoacre, et puis en fin de compte c'était Théodoric. Et le monogramme certains monogrammes d'Odoacre ressemblent terriblement à ceux de Théodoric. Et simplement, il suffit qu'il y ait une petite barre en plus ou en moins pour que ça donne une autre attribution. Et puis on a des contre-exemples. Oui, Je cherchais la monnaie d'Orléans, qui est un contre-exemple où elle est anachronique. Normalement, à ces époques-là, on a au mieux un petit monogramme qui est dans le champ. Et puis là, on a un Auril qui est en exergue comme un monnayage romain, hein. Donc enfin là, moi, ça, ce trien sous Strémésis-là, ça pourrait être un poisson, hein. C'est marqué avril dessus, hein. Moi, je suis désolé. voilà, ça pourrait être un poisson d'avril. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Et la première Donc, monnaie que tu nous as montrée, le Solidus avec le S inversé. Alors, donc, le S inversé est une lettre normale comme le Z inversé dans les lettres d'officine. C'est un moyen de rajouter deux lettres d'officine supplémentaires. Mais dans certains bouquins au XIXe siècle, dès qu'on voyait une lettre inversée, on donnait ça aux barbares, hein, automatiquement, même si c'était Conobe.
Bon, là, le style est vraiment byzantin, hein. Si ça, c'est barbare, bah, les Byzantins n'ont plus rien. Mais les lettres d'officine pouvaient être interprétées différemment. Mhm. Ah bah, de toute façon, et puis l'interprétation ici de ce monogramme-là sur cet exemplaire-là sera impossible. Après, quand on a ça, ça, ça et Oui, surtout mais pion, tu sais, là, il n'y a sur plus de celle-là, discussion. franchement, ce monogramme-là au 19e siècle est lu Saobadier, c'est-à-dire pour la Savoie, en fin de compte. On est bien chez les Burgondes, mais on les détourne, en fin de compte. Je On vois peut leur mal faire comment dire ils ce qu'on peuvent veut au mettre monogramme, hein. LD, hein. Le LD, Ouais. moi, me les fait attribuer à Lyon quand même. Oui, Ça n'est bien sûr, peut-être mais pas le seul regarde, atelier, hein, Saobadier, mais c'est le terme générique pour la Grande Savoie, qui est oui, vraiment beaucoup plus large que la Savoie que nous connaissons aujourd'hui. Et là, tu as bien le S, tu as le A, tu as la U, tu as le B. Bon, bah voilà. tout à fait. Et cette Saobadier était bien entre les mains des Burgondes à ce moment-là. Oui, c'est même leur région d'origine, je crois. Absolument, c'est la C'est région ce qui, d'origine. c'est ce qui leur est attribué par les Francs, par les Romains. Les Hmm. Romains, voilà. C'est avec le Foederatus. Non, mais je pense que c'est ça, les mérovingiennes, c'est ce qui se passait hein, chez Laforie, et même avec Dédain. Je vous rappelle que Dédain a succédé à la chaire à l'EPHE de Laforie. Elle avait pris la suite. Aujourd'hui, maintenant, c'est Marc. Qu'est-ce qu'on pouvait se prendre la tête sur ces monogrammes-là, hein. Et puis, alors après, il y a la façon péremptoire d'affirmer. Quand Laforie avait dit quelque chose, même si on n'était pas d'accord, c'était quand même assez difficile de revenir sur une interprétation de Dieu le Père, comme on dit. Alors Ah bah que, avec Calu, justement, sur les monnayages de Théodobert, avec Calu, oui, oui. Ah bah, c'était tu vraiment as son très Libertas chiffon, hein. Il y a des Calu a fait de articles qui très bel répondent aux articles qui article dans répondent les aux mélanges articles. Laforie, justement, un petit peu en réponse à tout ça, hein. Donc les mélanges Laforie, ça nous remonte à 1980, c'est ancien. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait des fois mais même entre Grierson et Laforie, à propos de monogramme, il y a eu des choses épiques, hein. Ça pouvait être Oui, saignant. oui, ça, sur les monogrammes, je suis pas dogmatique. Il y a des choses dont on est à peu près sûr. Quand je vois AR, je pense quand même à Arles. Quand je vois un Mais, mélange alors de là, tiens, ce A, monogramme-là, tu prends les monnaies du 19e siècle, la marque de Marseille, l'atelier de Marseille est le dernier atelier à ouvrir en 1788, c'est un M dans le A. Bah, on peut se demander si les officiers marseillais du XVe siècle n'ont pas eu des monnaies mérovingiennes entre les mains pour créer le monogramme de la ville de Marseille. Et l'atelier oui, va d'autant fonctionner plus que jusqu'en ces monnaies-là 1839. étaient connues avec le M, mais ils mettent le A. Ici, tu as la double brisure, tu as la brisure du A, qui donc montre bien, et le B est là, je suis bête, je le cherchais tout à l'heure. On a bien ici deux A et un M. Donc, on a le nom royal et l'atelier qui sont liés. Alors ça, on le trouve parfois, mais très rarement chez les Byzantins. C'est pas la norme. Normalement, on met d'un côté l'atelier, de l'autre le nom royal, ou le nom royal à côté de l'atelier. Parfois, on a les deux monogrammes l'un à côté de l'autre. Donc oui, tous les cas sont possibles. Et puis, est-ce que ce monogramme-là est bien de Théodobert? Parce que la monnaie est de Théodobert, mais est-ce que c'est pas un monogramme d'un responsable local? C'est quand même un peu ses lettres, hein. Bon, donc c'est un peu gênant le BD. Bon, Euh, mais il n'y a pas de. Là, on est. Et là, il n'y a pas le fameux dôme, par exemple, sur cette série-là. Bien, Alors, bah si je me écoutez, souviens bien, il y avait même avec le dôme. si vous n'avez pas de questions à poser, il est déjà assez tard. Enfin, quand tu vois, malgré tout, il est déjà 22h15, donc il va falloir penser à suspendre les travaux pour les 2 mois d'été. Et on va se retrouver début septembre. Il faudra surtout, c'est que tu me redonnes la main hein, pour qu'on ne perde pas Je viens l'enregistrement. de le faire. Normalement, je viens d'arrêter le partage, si tu Alors regardes. attends, je vais voir si je l'ai récupéré. Est-ce que je suis bien Normalement, je viens d'arrêter le animateur? partage et donc vous ne devez plus voir mon PowerPoint. On voit plus ton PowerPoint, mais par contre, je suis pas encore animateur. Il faut que tu me renommes animateur. Si, Sinon, si, tu as autrement, l'image. je pourrais pas finir d'enregistrer. Si, si, je crois que tu es marqué animateur. Ah, attends, moi je vois quand je peux pas nommer d'animateur. Donc si je peux pas nommer d'animateur, c'est que je ne suis pas animateur. Alors, Ah, non, parce Il que moi faut que j'ai tu ailles il affiché chercher les était trois encore partage, petits. ça c'est marqué haute. ça.
Enregistrement, affiché. Ah oui, je me souviens. On avait dit. Tu vas dans les trois petits points, tu mets nommer animateur et tu me nommes animateur. Parce que sinon, autrement, je pense que je ne pourrais pas. Ah, Pour l'instant, c'est toi euh, l'animateur. Toi, j'ai les participants, outil c'est de toi l'hôte. l'animateur. C'est les trois petits points en haut à droite, normalement. Il faut que tu ouvres, tu as un menu déroulant. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, Philippe, hein. Je sais, c'est ça qui m'embête. Sinon, autrement, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances après cette très belle dernière réunion. Donc, je vous donne rendez-vous début septembre pour notre première réunion distancielle et le 27 septembre pour notre assemblée générale qui sera cette année en présentiel, suivie de la conférence, enfin de l'exposé de la, et certainement d'une visite. Il y aura le repas et une visite. Hein, voilà. Donc, vous recevrez comme d'habitude tout ce qu'il faut. Alors, hop. Ok. Fais attention de ne pas tomber surtout, hein. Oui, on va essayer. Ah, tu tombes pas, oui? Non, t'as pas le droit. Toi non plus. Alors, est-ce que tu y arrives ou pas? Parce que là, Eh bien, je suis en train de chercher, afficher, là, tu intervenant, rentres dedans galerie. et normalement, tu as nommé animateur. Tu as un menu déroulant, tu as affiché le profil, coupé mon audio, arrêté la vidéo, et puis tu as un endroit en plein milieu nommé animateur. Parce que là, sinon, j'ai peur que je perde l'enregistrement. Tu vois, c'était ça le danger que je t'avais dit tout à l'heure. Donc, Parce que moi, je peux pas nommer. Tu vois, non, 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 mais je sais que c'est à moi de le faire. Je suis si tu vas sur mon image à moi, tu vas sur mon image à demandé moi. à l'autre de démarrer l'enregistrement dans le cloud. Non, non, il faut surtout pas le cloud, parce que justement, là, le cloud, je ne pourrais pas le récupérer. Il faut que tu ailles dans mon image à moi, tu appuies sur mes trois petits points et tu me nommes animateur. Comment j'ai fait tout à l'heure? C'est En comme ça plus, on qu'on l'a a fait, fait, hein. hein. Quand on a fait la répétition à 5 heures, c'est exactement ça qu'on a fait. Tu m'as rendu la main très facilement. Mais c'est ce que je pensais avoir fait. Partager. Euh, Non, non, c'est pas partage. donc là, vous revoyez mon. Non, non, on voit pas Partager. ton. Ah, si, ça y est, on Non, va revoir si. ton PowerPoint. Oui, D'accord. il est en train de revenir. Euh, Donc, ce qui prouve bien que c'est toujours toi. donc c'est bien moi qui ai ça. Voilà. Là, tu fermes. Tu fermes, tu arrêtes le partage. Euh, Vous voyez, c'est pour ça que je veux garder la main. Malheureusement, tant que j'ai pas trouvé un autre système, il vaut mieux que ce soit moi qui garde la main parce que sinon, ça pose des problèmes à chaque fois. alors, Donc, tu fermes le partage là. Donc, ça va te fermer ton PowerPoint. est-ce que vous voyez encore le PowerPoint? On voit ton Oui, pour PowerPoint. l'instant, on le voit, oui. Faut plus qu'on le voit. Arrêtez le partage. Voilà. Ensuite, tu vas sur mon image à moi. Tu vas sur Laurent Schmitt. Je vais sur Laurent Schmitt. Tu as trois petits points. J'ai À envie de te dire droite, non, en tu haut n'es à pas un droite de mon point. image, tu as trois petits points. Tu as la même chose sur toi. On a tous trois petits points. Et Eh là, ben pour non, j'ai l'instant, pas je cette suis moi, version-là. mais toi, tu es. Ah, Si. En bleu sur fond blanc. Il faut passer la souris en haut à voilà. droite. Faut que tu passes en haut à droite et ça va t'ouvrir une fenêtre. En haut à droite? En haut Oui. à droite de l'image de Laurent. Et là, j'ai peur. Toc, 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 toc. Parce que moi, je suis pas animateur là. Et je peux pas te nommer Afficher. animateur, moi. C'est surtout ça. Intervenant. J'ai plus la main, tu vois. Donc sinon, n'oubliez pas de m'envoyer par mail vos demandes de clés, hein, surtout. Et certains, je leur enverrai par courrier, et d'autres, on attendra le mois de septembre quand on se verra et vous aurez les conférences, hein. Donc Hmm. Frédéric, je m'occupe de toi, Monsieur Racine et Jean-Marc, hein. Vous en faites pas, je m'en occupe. Bonsoir Arendt, je t'ai vu arriver tout à l'heure. Alors donc aussi, ayez une petite pensée, hein, on a parlé de Michel Dénin qui n'est plus avec nous, mais ayez une petite pensée pour Anne-Marie Michaud, qui est à l'hôpital depuis maintenant une quinzaine de jours avec une saloperie, apparemment maladie du sang et tout. C'est pas terrible. Là, j'ai eu Jean-Claude qui m'a envoyé un message ce soir en me disant qu'elle était toujours à l'hôpital. D'accord, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là ce soir. Voilà, c'est D'accord. la raison pour Ouais. laquelle ils ne sont pas là ce soir, absolument. Bon, Bah, bah écoutez,
Bah écoutez, donc sinon pour les autres, bah, bonnes vacances, hein. Ouais, Et Salut. puis Bonnes débrouillé. vacances à tous. Écoute, voilà. Au revoir à tous. Merci Bonne d'avoir journée, été Philippe. patient, d'avoir écouté. Merci Bravo Philippe. Philippe. bien. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. Au revoir. Allez, revoir. bonne soirée. Bonne Alors soirée. vas-y Philippe, essaye, reviens donc sur mon image. Quand tu passes sur mon image, il y a coupé le son et tu as trois petits points qui s'allument normalement, qui sont en bleu. Toi, tu as la même chose sur ton image. Toi, si je passe, tu as trois petits points et si je clique, alors apparemment c'est peut-être... Ah, apparemment ça serait revenu. Ça y est, j'aurai la main. Bon, bah on va voir, on va faire l'essai. Ok, bah écoutez, je vais fermer. Bon, Hein, bonne soirée. j'arrête l'enregistrement et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous début septembre et on fera une réunion de bureau hein, pour puisqu'on a... Ah ben non, Marie-Laure est partie. Réunion de bureau, Eric, Philippe, Jean, Marie-Laure et moi en début fin août, début septembre. Mais ça sera certainement plutôt début septembre comme on a un petit peu de temps. Voilà. Ok, ça va. Au Allez, bah bonsoir à tous. revoir. Donc Et finalement, c'est toi qui as la main là. J'espère, je vais Ben, voir. pour De toute façon, l'instant, ça va me moi, le dire tout de suite. Hein. je vois Philippe marqué en haute, mais pas toi, Et oui, Laurent, c'est donc je ça. sais Non, pas. non, le truc, c'est qu'il y a un problème. Hein. Et je pense que c'est venu Où tout à est l'heure quand l'autre? on a eu la coupure. Tu vois, c'est pour ça que je donne pas la main. C'est cette bonne raison-là. On verra bien. Si toi, tu as enregistré. De toute façon, il y en a un de nous deux qui a enregistré automatiquement. Hein, là, Alors, par contre, puisqu'on est en enregistrement. Laurent, toi, tu as un petit point rouge qui clignote Ouais, dans les voilà. Bah, participants, j'espère que je comme l'ai. quoi c'est toi qui enregistres. Voilà. J'espère que je l'ai et que j'ai Est-ce que rien tu perdu. peux éventuellement vérifier, couper l'enregistrement? Parce que si tu peux couper l'enregistrement,